Hôtel particulier. Une émission proposée par le Master de création littéraire du Havre. Notamment des plaques de rue. Les plaques de rue qui portent les noms des personnes qui ont pratiqué la traite et l'esclavage. Quand je marche dans la ville, je me rappelle des mots de la guide. Je fais plus attention qu'avant au nom des rues. J'essaye de savoir, en fait, de capter autour de moi les traces du passé négrier. En déambulant, je sais pas pourquoi, il y a des portes qui se superposent dans ma tête. L'expression « porte cochère », les images de la trappe qui ouvrait la cale des navires, et les trous meurtrières qui séparaient les uns des autres. Je me rappelle de la porte du non-retour à Ouida, qui constituait la sortie de classe au Bénin. C'est un grand monument, un symbole de béton et de bronze pour rendre hommage aux montagnes de vie détruites. Je vois la porte Océane, la grande sculpture blanche qui ouvre les regards sur la mer. La porte, c'est le seuil, là où se situe la frontière entre les choses, entre ce qu'on sait et ce qu'on ignore, ce qu'on voit et ce qu'on refuse de voir. Je me situe au seuil quand je m'arrête devant un bâtiment. La façade est vieillie, les rideaux sont tirés, la porte est cochère. Sans réfléchir, ma main saisit la poignée de la porte. Elle est fermée à clé. J'essaye la clé de mon studio dans la serrure de l'immeuble, ça rentre. Le frisson parcourt ma colonne. Comme un mystère dont je connais l'issue. Je ne sais pas, et je sais ce qu'il y a de l'autre côté. La porte devant moi est de celles dont on ne repasse pas le seuil. Est-ce que je sortirai indemne de cet hôtel particulier ? Couloir étroit, obscurité, décor riche. Parquet, tapis, tenture, indienne, cadre doré, miroir. Dans l'ombre de l'escalier, une porte entrebâillée dont s'échappe un ray de lumière. Odeur fantôme, enchaînée dans mon sous-sol, clame haut et fort les taches de son linceul. Encore fâché, il passera de nouveau à la machine, ce morceau de linge imbibé de mélanine. Ravalé par les flots, il se casse et tambourine, dans un dernier essor la rage qui l'anime. Concassement d'os et de vent sur le hublot, les restes informes d'une mémoire qui éblout. Décousus de fils rouges et d'intérêt public, des corps enveloppés dans une voile ectoplasmique. À coups de soude, d'huile de coude et d'éléments inorganiques, l'histoire blanchit les résidus d'êtres venus d'Afrique. Le drap saigne encore, me mouille, me désosse. Une mélasse blanche et précoce transmet des darons aux gosses, un coup de rein crachant dans la fosse une surdose d'anticorps. Mon nom est une rature, une chair sans moelle et sans envergure, un trait d'union bâtard, consommé dans un plumard. Fenêtres entr'ouvertes, des voix de femmes qui travaillent. Sur le quai, on aperçoit des ballots de chanvre dont s'échappent des filaments. Ce sont les étoupières. Elles venaient de Saint-Martin-du-Bec et de Lillebonne, de Guenneville ou de Montivilliers, des hauteurs et des marais. Beaucoup n'avaient jamais vu les rues sinueuses de Saint-François, ni respiré ses vapeurs poisseuses. Mais leurs hommes étaient partis en mer, à l'autre bout du monde,
pour le compte des Fouaches, des Bégoins. De derrière l'horizon, ils avaient rapporté des histoires, disaient qu'on échangeait les tonneaux et les tentures chargés au Havre contre des familles enchaînées qu'on avait baptisées. Puis de l'autre côté, ce qu'il restait des familles enchaînées contre du sucre ou de l'indigo. Ils avaient jeté des corps à la mer. Les marins revenaient toujours plus saouls quand ils revenaient. La fièvre avait emporté certains matelots, tout comme les journaliers envoyés aux champs sous les tropiques. Sur les rivages d'Afrique ou des Antilles, des croix portant des noms normands étaient couvertes de plantes inconnues d'eux. Les armateurs embauchaient maintenant leurs femmes et leurs enfants pour calfater les briques. Pour cette tâche, il fallait avoir les doigts fins et le cœur à vif, ne penser à rien. Trop penser, et l'on se faisait écraser par la charrue, on se déchirait le bras sur les dents des fourches. Dans les établis, ça sentait l'infection et le poisson pourri. Pour transformer des brassées de chanvre en grossiers cordages, les étoupières n'avaient pas besoin du talent ni de la dextérité des dentelières d'Alençon, dont les ouvrages s'échangeaient contre une ou deux vies. Leurs doigts savaient sans l'avoir vraiment appris que la douleur se digère, que la fatigue aussi. Le chanvre est épais. La pointe des doigts des étoupières et de leurs enfants était dure comme du cuir de ceinturon. Ils n'avaient plus d'empreinte. Quand ils se coupaient avec les outils, l'entrelac de fibres duveteuses avalait le sang jusqu'à la dernière goutte. On ne gâchait pas. On enfilait le chanvre taché dans le flanc de la bête pour que rien n'entre ni ne sorte. La nuit, dans leurs oreilles, les coups de burin contre la coque continuaient de combler les vides. Les étoupières dormaient les unes sur les autres au feu de l'âtre. Elles rêvaient au lard, aux soupes épaisses que ce dur travail assurerait pour l'hiver. Certaines tressaient pour quelques sous de plus de lourdes cordes qui sur le quai formaient comme de longs serpents. On rapportait que là-bas les créatures de Satan faisaient plusieurs mètres de long, que leurs gueules béantes dévoraient des œufs, les enfants, les fuyards. Sur les pavés battus par la pluie, elles effectuaient toujours les mêmes gestes, peignaient le chanvre comme des crins de sorcières, retrouvaient des filaments dans leurs jupons et leurs cheveux. Elles savaient que sans leur travail, les cales prendraient l'eau. La nourriture serait gâtée, les objets perdraient de leur valeur, l'eau salée donnerait à l'eau de vie un goût rance. Elles savaient aussi qu'elles grignoteraient les membres de celles et ceux qui seraient stockés dans l'entrepont, que cela les rendrait plus fous qu'ils ne l'étaient déjà, et que cela ne serait bon pour personne. Les campagnes des Bégoins, des Fouaches, devaient être un succès pour que l'année d'après aussi, il y ait du lard à Noël. Point longtemps ça l'a démarré, mais se mentit doucement, le temps il vient plus frais. Un jour la neige va commencer à tomber, la connaître douleur, la connaître souffrance quand notre pays s'accoster semble la France. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Mon pays, pas de fou, où ça va ira la nous. Mon pays, pas de fou, où ça va ira la nous. Mon pays, pas de fou, où ça va ira la nous. Place ici poussé, ici là-bas, Gouillade de France. Il charge, jacasse la branche, oui, charge, jacasse la branche. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Mon pays, pas de fou, où ça va ira la nous. Mon pays, pas de fou, où ça va ira la nous. Mon pays, pas de fou, où ça va ira la nous. Avant on a débarqué, maladie, il faut ni def nous cheveux, ni éclairci notre peau. Ni
dégage gosse français, au banc ne pas trop oreilles, la pas trop ennuyé. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Mon pays, pas de fou, où ça va naïra la nous. Mon pays, pas de fou, où ça va naïra la nous. Mon pays, pas de fou, où ça va naïra la nous. Aguette, Aguette, le sable, les encens, la mer, les rouges, pour le sang là c'est volcan, il fait nuire la mer rouge, pour le sang là c'est volcan, il fait nuire la mer rouge, pour le sang là c'est volcan, il fait nuire la mer rouge, mon pays va de fou, où ça va naïra la nous, mon pays va de fou, où ça va naïra la nous. Mon pays va de fou, où ça va naïra la nous. Mon pays va de fou. La cuisine. Quand je suis allé à l'exposition Esclavage, mémoire normande, fortune et servitude, le 15 octobre, j'ai été étonné de remarquer que la structure du musée faisait très maison. On passait également de pièce en pièce, d'étage à étage, divisé en parties. J'ai décidé de me focaliser sur la partie 4, la négoce, remplie de ces différents objets du quotidien, précisément ceux qu'on retrouverait dans une cuisine, comme un moulin à café, une pince à sucre ou même une hachette casse-sucre. J'ai pu travailler sur les problématiques interculturelles avec le maître de conférence Fabrice Moulin durant ma licence. J'y travaillais sur les arts premiers. J'avais personnellement fait une étude de cas liant art premier et objets du quotidien. Pour ne pas me répéter, j'ai décidé de regarder avec plus d'intérêt cette quatrième partie. C'est en regardant les peintures de famille que je finis par remarquer l'absence des esclaves. C'est là que j'ai fait un parallèle. Les esclaves sont eux-mêmes des objets du quotidien de la famille. J'ai alors tracé un fil de l'objectivation des esclaves, d'abord vendus contre d'autres objets, par exemple des coquillages, durant la traite. Ensuite, la mort d'un esclave durant le trajet était considérée comme une simple perte pécuniaire. Ils finiront par être utilisés par une famille afin d'exécuter ce que cette dernière refuse de faire. De la cuisine, on perçoit un bruit de vaisselle, les remous de l'eau qui bout. Il y a comme une odeur de café. J'entre, et sur la table, un service en porcelaine. Je ne commence jamais ma journée sans une tasse de café. Chaque matin, je me lève, ouvre les volets de ma chambre, fermée pour la nuit pour ne pas être gêné par les lumières du port, et me rends à la cuisine. Je remplis la bouilloire et la mets à chauffer. L'eau, au Havre, est très calcaire. Aussi la bouilloire émet-elle, quand je la déplace, de petits bruits métalliques. Des flocons de calcaire durs et blancs, détachés de la paroi intérieure, en heurtent le métal au rythme des balancements de l'eau. J'ouvre le placard et saisis ma cafetière. C'est une cafetière à piston en verre, marque Boudoum, petit modèle que j'ai acheté à Lyon il y a 10 ans. J'y dépose 3 cuillères de café moulu. En général, il s'agit du moins cher que j'ai trouvé, chez Carrefour ou chez Lidl, du Robusta au goût acre et brûlé à moins de 5 € le kilo. L'eau, une fois bouillie, je la verse lentement dans la cafetière en touillant d'un mouvement circulaire régulier le mélange brun d'eau et de marc. Après 3 minutes d'attente, je verse le liquide dans une des 3 tasses en porcelaine très fine qui appartenait à la grand-mère de ma grand-tante. Une porcelaine aussi fine, presque, que les flocons de calcaire déposés au fond de la bouilloire. On lui a trouvé sa place dès son arrivée chez nous, et elle y est encore. Posée sur l'étagère du couloir d'entrée pour son plus bel éclat, on la nettoie religieusement depuis des années et on pourrait s'y voir comme dans un miroir. Avec la lueur qui l'illumine de notre réveil jusqu'à midi,
À sa place de choix, c'est une superstar à l'heure où le soleil tape le blanc des murs pour passer de gris nuit à doré matinée. Je disais qu'elle était métal blanc d'or et d'argent et son éclat explosait dans les yeux comme les feux de projecteur. Ses gravures rutilantes finitions lianes martelées sur son long bec verseur scintillent dès 8h30 tapantes. Les rayons de soleil envoient valser ses courbes métalliques sur les étagères alentour et s'échappent jusqu'au plafond, ses reflets imprimés en écho sur les murs du couloir. Elle réchauffe la pièce en se donnant un rôle de lampadaire. Tout est flambant dans sa silhouette. Elle nous amusait avec son anse de bois noir à faire peur aux petits cousins, la tête sculptée aux détails métallisés, figure fière, pendant aux oreilles, et comme un point d'exclamation sur son arête, on avait l'habitude de poser son doigt sur le visage pour s'aider à verser le café. Un genre de coup de pouce léger pour retenir le poids de l'objet. C'est pas seulement une décoration, c'est une cafetière de l'héritage transmis de génération en génération. On l'a hérité de mon père, qui l'a récupéré de mon grand-père, qui l'avait reçu de mon arrière-grand-père, qui l'avait retrouvé dans les affaires de sa mère. Le petit déjeuner est à la fois familier et inconnu. Nous le retrouvons tous les jours, parfois en coup de vent ou paisiblement. C'est un modeste. Sa constance, sa banalité semblent ainsi le rendre indigne de toute curiosité. Et pourtant, il a moins de 3 siècles et est organisé autour de boissons chaudes, thé, café, chocolat, dont les matières premières n'ont rien de local. Même si le petit déjeuner peut aujourd'hui prendre des formes diverses, il est rare qu'il n'y ait pas une trace occidentale, ne serait-ce qu'une tasse de café. Le petit déjeuner reste ainsi le plus petit commun dénominateur des pratiques alimentaires de la mondialisation. Dans le monde, aucun hôtel, se voulant international et même des plus modestes, ne saurait déroger à sa présence matinale. Le café est, de très loin, la plus internationalisée des 3 boissons chaudes du petit déjeuner. 7 millions de tonnes de café sont vendues chaque année, contre moins de 4 millions pour le thé. Plus de 2 milliards de tasses par jour. Le café représente un marché annuel de l'ordre d'une douzaine de milliards d'euros. Sa naissance n'est pas un mystère. Ce fut lorsque quelques familles londoniennes, amsteloddamoises ou parisiennes prirent l'habitude de boire chaque matin l'une de ces boissons exotiques connues depuis quelques décennies par ceux qui en avaient les moyens. Boire du café dans de la porcelaine chinoise était un très grand luxe réservé aux puissants. Plus la boisson noire se répandait, plus la production de tasses autochtones se développait et s'émancipait de son modèle. La carte du café est simple. Ceux qui le boivent et ne le produisent pas, ceux qui le produisent ne le boivent guère, à l'exception du Brésil. Le critère numéro 1 de la consommation reste le niveau de vie. Le café est un petit luxe. Le caféier commun, Coffea arabica, est un petit arbre qui peut cependant atteindre les 9 mètres de haut. Il se taille facilement et, dans les plantations, sa hauteur est généralement limitée à 3 mètres. Initialement, c'est une plante de sous-bois d'altitude qui pousse encore à l'état sauvage dans la région du Kaffa, au sud-ouest de l'Éthiopie. Il a fallu du temps pour que s'accomplisse la succession des petites innovations nécessaires pour aboutir au café à peu près tel que nous l'entendons. Il a fallu construire le monde. Sans ce que l'historiographie du XIXe siècle appela les grandes découvertes, pas de petit déjeuner. Il a fallu que les Européens aient tissé un réseau à l'échelle du globe, incluant l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, une toile dont ils étaient le centre. Difficile d'imaginer l'invention du petit déjeuner en Europe sans la plantation esclavagiste et la traite qui l'alimentait en main-d'œuvre. Dès les années 1720, les Européens cultivèrent eux-mêmes les caféiers. Dans tous les cas, il y eut recours à la main-d'œuvre servile noire. Chronologiquement, la croissance de la consommation de café, de chocolat et de sucre coïncide avec celle des traites transatlantiques. La plus grande partie des millions d'Africains déportés en Amérique l'a été au XVIIIe siècle ou dans les premières années du XIXe siècle. Christian Grattalou, Le Monde dans nos tasses, 2017, extrait. Au pied de la cheminée du salon se trouve, glissée dans une tasse à anse en faïence blanche made in China, miroitante, comme vernis ou laqué, un plant de café, Coffea arabica. Il pousse très lentement, la faute, sans doute, à la trop grande fraîcheur du climat normand. Le café aime l'humidité, à condition qu'elle soit chaude. Mais rien de moins normand que la moiteur de la chaleur tropicale dont donnent quelque idée les serres des jardins suspendus au toit qui grince. La deuxième serre
que je nomme serre du petit déjeuner, renferme, dans une atmosphère lourde et humide, toutes les plantes de ce repas. Café, thé, Camellia sinensis, cacao, Theobroma cacao et canne à sucre, Saccharum officinarum. Aussi, quand il n'est pas moulu et hermétiquement compacté dans un sachet plastique ou mouillé baignant dans l'eau bouillie, le café, au Havre, est enfermé. Il repose dans des sacs en toile de jute beige empilés les uns sur les autres dans des entrepôts de briques rouges construits au XIXe siècle dans les quartiers excentrés de la ville, où il gît et croît, vivant, en terre, captif, sous des panneaux de verre, pour l'agrément des oisifs. Le Havre est cerné par le café. On n'y échappe pas. Il est partout. Il porte en lui le souvenir de la chaleur des lointains tropicaux, la terre noire et tiède, comme gorgée de sang. Ses feuilles sont toujours un peu flétries, comme si on les avait frappées ou privées d'eau et de lumière. Les traces de café sont des taches tenaces. On se félicite de la longévité de l'objet. On la sort pour les réunions dominicales, pour les invités, pour les grands déjeuners. On est fiers. Regardez comme elle n'a pas une ride ni une oxydation, aussi neuve qu'à sa sortie de l'atelier. La magie des dimanches de fête explose avec le café surgissant de la jungle florale et la tête qui fait toujours peur aux enfants. Un jour, on sort le bijou pour le brunch avec des amis. On prépare le café comme le rituel sacré. Dans le groupe des convives, on a des passionnés d'histoire. On a forcément envie d'en mettre plein la vue. C'est pas banal comme objet. Commenter l'éclat de la cafetière est une activité. On l'inspecte. Est-ce qu'elle a noirci ? Jamais. On la nettoie, on la fait briller. Vrai sujet de conversation, son dessin intrigue et le visage de Lance fait parler. L'ambiance a tourné quand un ami nous a donné le nom de la cafetière. Comme nous, un parent avait hérité d'un parent une cafetière. Même éclat, même gravure florale, même bec verseur, même anse, même tête. Tout y est, le nom aussi. Cafetière à tête d'esclave. Ça jette un froid. Son nom a changé l'étincelle, piqûre de rappel. On n'est pas fier, mais on ne jette pas l'héritage. Il ne faut pas le cacher, question d'honnêteté. Et elle reste la reine du couloir, star tapageuse qui renvoie ses reflets et son argenté. Objet miroir des réunions dominicales pour les invités, pour les grands déjeuners, c'est l'heure du café pour ne pas oublier. On aime cette cafetière, on la nettoie pour qu'elle ne s'encrasse pas. Faut pas laisser les histoires sous la poussière. Le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de Tartane, et les touristes au sein nu à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du schrob. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du schrob. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum? La tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seuls leurs gosses, les nourrissent et les habillent. Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période. C'est
C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du schrob. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du schrob. Sais-tu compris avec la Bible? Faites le carnaval comme toute la Caraïbe. Que nos piments sont redoutables. Nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc et au son des tambours qu'on va aux enterrements? Et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent casse en tôle tous les vêtements. Sais-tu comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, à ma famille et aux Antilles. Pour accéder au salon, il faut emprunter l'escalier. Il y a le choix. L'escalier de service en bois ou l'escalier d'honneur en pierre. Marqueterie de bois, pampilles de cristal, tapis d'Orient, canapé. Sur le manteau de la cheminée, une série de cadres. L'aïeule est une jeune femme dont seul le visage et les mains sont offerts au regard. Le reste de son corps disparaît sous les fleurs et les feuillages, les merveilles à plat d'un Éden immaculé. C'est le jour de son mariage et sa robe semble plus vivante qu'elle. Elle croule sous la végétation. Monsieur son mari se tient à sa gauche, le noir de son costume avale la lumière. Monsieur, c'est un nom dans les affaires et papa aussi. C'est pour cela qu'il la part de la superbe des dentelles de Normandie, pour célébrer les noces d'une alliance fructueuse. La maison est pleine de jolies choses, des soies, des dorures et encore de la dentelle aux fenêtres. L'aïeule s'efface dans les draperies, elle se noie dans la porcelaine de ses tasses de chocolat. Monsieur son mari n'est pas souvent là. Heureusement, il lui a laissé ce petit boy qui monte et descend les escaliers toute la journée. La larme qui perce son oreille s'agite en tous sens. Elle a rarement le temps de pendre. L'aïeul, qui ne peut plus jouer aux poupées et toujours nullipare, s'amuse à décorer le garçon. C'est un petit chien qu'il lui faudrait, mais elle ne supporte pas les jappements. Dans le bureau, elle a trouvé des échantillons de tout ce dont monsieur remplit les cales. Des petits bouts de verre de Murano, elle ne fait rien, mais des rubans ajourés, elle fait des manchettes mousseuses. Le boy ne sait plus quoi faire de ses mains. Un jour, monsieur rentre, un baiser sur le front, il prendra un café. Le chargement est fini et voyez mamie, je vous ai rapporté ceci. De quoi fleurir votre boy. De sa poche sort l'écume des fils.